journal. Grand est notre plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Dotée d'une capacité de 35 000 mètres carrés par jour, l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu sera, dans sa première phase, sera bientôt inaugurée. Ce grand projet du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été suivi de près par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge pour sa matérialisation. Pati Tondong. Bientôt, une grande partie de la population de quelques communes de la ville-province Kinshasa va pousser un ouf de soulagement quant à l'approvisionnement en eau potable. L'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu, d'une capacité de 200 000 mètres cubes par jour, devant desservir plus de 4 millions d'habitants des communes de Kimbanseke, Matete, Kisenso, Njili, Mongafula et Prête, dans sa première phase, dotée d'une capacité de 35 000 mètres cubes par jour. Son inauguration n'attend que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de ces projets à caractère social qui émanent de sa volonté de placer l'homme au centre de tout intérêt exprimé lors de son discours d'investiture. Déjà lors du 59e Conseil des ministres en juin 2022, le président de la République avait instruit les ministres concernés dans la construction de cette usine de traitement d'eau sous la coordination du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge de s'impliquer davantage pour la mise en service de cet ouvrage avant la fin du mois d'août 2022. Pari gagné pour le gouvernement Sama qui est déterminé à matérialiser cette vision du chef de l'État. Engagé à suivre de près ces travaux de construction, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a au mois de janvier 2022 fait une visite d'inspection de cette usine de traitement d'eau de Lemba Imbu. Le chef du gouvernement avait à l'occasion fait la promesse de disponibiliser les moyens nécessaires pour la matérialisation de ces projets. Nous allons rester derrière les équipes pour pousser bien sûr pour que les choses se fassent le plus rapidement possible et que tous les moyens soient mis à disposition. De sorte à permettre à cette partie de la zone de Kinshasa de bénéficier de cette eau qui a tant été attendue. Et a constaté le mauvais état de route de Sekomaf qui mène vers l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu, Jean-Michel Samalukonde Kyenge avait fait la promesse à la population de réhabiliter cette route de dessert agricole. Chose faite. Aujourd'hui, une partie de cette voie est déjà asphaltée et les travaux se poursuivent pour permettre la circulation des personnes et de leurs biens. Dans le secteur de l'éducation, sachez que cela fait 30 ans déjà depuis la création de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Et pour ce grand événement, cette université sera réhabilitée totalement, ce grâce au financement du gouvernement central. Mesdames, Mouyal. Ce chantier pour célébrer le 30e anniversaire de la création de l'université officielle de Mbuji-Mayi au Kasaï oriental. Le gouvernement de la République a mis du paquet pour relever le défi. Près de 45 millions de dollars américains vont servir de financement de la construction des salles de classe et autres bâtiments pour une université qui accueille plus de 11 000 étudiants chaque année. Le campus est bâti au quartier Cancellé dans la commune de la Mouya en Mbuji-Mayi. À travers ces gestes, le gouvernement s'engage à améliorer la qualité de l'enseignement dans ce secteur spécifique. L'engagement de l'État congolais est une grande première dans la construction des infrastructures d'une université publique. Dans 3 ans, le constructeur va remettre les bâtiments de l'université à l'État congolais. Le recteur de l'université officielle de Mbuji-Mayi, le professeur Abbé Apollinaire Tshibaka, a salué cette initiative de l'État congolais qui réhabilite en réalité la jeunesse congolaise dans son ensemble. 13 filières sont organisées au sein de cette alma mater, dont la géologie et les sciences agronomiques, qui sont des réponses spécifiques aux besoins de l'espace kassaïen. Le grand défi pour l'université reste celui de couvrir le besoin des corps enseignants. L'université officielle de Mbuji-Mayi est née dans un contexte de crise. Ce sont des professeurs et étudiants refoulés du Katanga qui ont mis sur pied le projet d'enseignement supérieur et universitaire, aujourd'hui trentenaire. Voilà qui explique la présence du ministre Moïndo Nzangi sur le site. Et pendant ce temps, l'Institut supérieur pédagogique de Masereka Lubero, nous sommes là dans la province du Nord Kivu, a été réhabilité. Et des nouveaux locaux ont été construits, un apport majeur pour la jeunesse de ce coin du pays.
L'Institut supérieur pédagogique de Masereka dans les territoires des Lubero au Nord Kivu a des nouveaux locaux. Au total, 5 auditoires ont été remis aux bénéficiaires. Cette réalisation est le fruit des efforts considérables de Vena Chipasa Vangisi Vangi, fait le président de la COFEDEC. D'abord par l'achat de la parcelle de cet institut et les démarches ayant abouti à l'octroi des documents autorisant son fonctionnement, comme l'attestent les élus du coin présents à cette cérémonie. À cela s'ajoute l'assistance de Moïse Katumbi Chapwe, le président de l'Ensemble pour la République. Pour les représentants du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, cette œuvre est un apport majeur pour l'encadrement de la jeunesse. Une satisfaction pour la population locale. C'est une grande joie d'avoir une nouvelle restitution. Maintenant, aujourd'hui, nous venons d'avoir la grâce d'entrer dans notre nouvel bâtiment. Nous souhaitons que dans 5 ans, nous ayons des bâtiments à étages, que l'on dise que voici l'université moderne de Masereka. La matérialisation de ces projets pérennise davantage Vena Chipasa dans la mémoire de la population de Butembo et des militants de son parti, Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne. L'Institut technique de Ngaliema sera lui aussi réhabilité. C'est une initiative du coordonnateur adjoint de la coordination nationale pour le changement de mentalité et président du Fonds d'action Chilombo. C'est ce qui justifie d'ailleurs sa visite de l'école accompagnée de l'envoyé spécial du chef de l'État Patrick Kanga. L'éducation est le socle de développement des pays à travers le monde en général et la RDC en particulier. Voilà pourquoi le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a placé l'éducation parmi les priorités de son quinquennat, marqué par des actions à impact visible sur le bien-être social de la population congolaise. La gratuité de l'enseignement primaire en est une illustration. Soucieux d'accompagner les actions du chef de l'État, le coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement des mentalités CSM et président de la Fondation Chilombo, Jacques Kambala Chilombo, s'est lancé dans la réhabilitation de l'Institut technique Ngaliema, une école créée en 1954 qui a formé bon nombre d'élites intellectuelles du pays. Pour s'assurer des conditions d'études des élèves, Jacques Kambala Chilombo, qui accompagnait l'envoyé spécial du chef de l'État, Patrick Congo, et le comité exécutif de la Fondation Chilombo, a visité l'Institut en état de délabrement très avancé. Pas de bancs, ni de latrines hygiéniques et les toitures emportées par les vents, tel est le spectacle offert après la visite guidée par les directeurs de l'école. Cette école représente une des grandes écoles qui marquait la qualité de l'éducation juste avant l'indépendance et après l'indépendance. Donc nous trouvons que c'est important par l'ITC commencer à donner un ton que dans la vision du chef de l'État de donner à la fois la gratuité de l'enseignement mais aussi de créer des conditions d'éducation propices pour les élèves. Nous donnons un ton, nous commençons ici à Lukunga, nous commençons par l'ITC et nous allons nous étendre sur différentes écoles. Chaque année, cette école perd 500 élèves à la rentrée scolaire. Sa réhabilitation sera pour les élèves et les corps enseignants une bouée de sauvetage. Parlons à présent de l'exploitation abusive de l'or par les étrangers constatée dans la province du Haut-Ouélé, situation désapprouvée par le gouvernement congolais lors de son dernier conseil de ministres, nous dit Edith Chala. A été informé des activités minières illicites dans la province du Haut-Ouélé, où il est signalé la présence des sujets étrangers exploitant les minerais d'or au moyen d'engins lourds. Des sujets étrangers dans l'exploitation, dit-on, artisanale, avec des engins lourds dignes d'exploitation industrielle, à la recherche de l'or, on dirait aime bien sa maître. L'autorité et la chambre délibérante provinciale se trouvent dans un mutisme qui outre la population. Elle ne sait plus à quel sein se vouer. La forêt dense laisse place au profond trou béant, aucun respect des normes environnementales, l'habitat naturel des espèces protégées de notre faune, désarticulé pour servir des intérêts égoïstes et grossir les rangs des pilleurs de l'économie nationale. Certaines indiscrétions révèlent que près de 250 engins lourds mettent le Haut-Ouélé sans dessus dessous.
à la recherche de ce métal précieux sous le label artisanal pour 100 000 $ le mois payés à un roi télé qui s'est approprié le sol des Congolais. C'est avec un ouf de soulagement et un sentiment d'appartenir à un pays dirigé par un gouvernement responsable que les populations du Haut-Uélé saluent le compte-rendu du Conseil des ministres. Il ne reste plus que des actions concrètes sur les terrains pour que ces étrangers et autres Congolais complices ressentent la rigueur de la loi. La gestion de déchets demeure l'une des préoccupations de la population de Kinshasa. Le cadre de concertation nationale de la société civile au Congo envisage des solutions durables. Une conférence a été organisée à ce sujet. Marie-Louise Mbela. L'espace vital de l'homme est parsemé de déchets non biodégradables et toxiques à la santé. D'après les statistiques, la ville de Kinshasa produit 10 000 tonnes de déchets par jour, dont 2 500 tonnes de déchets plastiques. Face à cette situation désastreuse et dévastatrice de l'environnement, le cadre de concertation nationale de la société civile du Congo, dans son groupe thématique infrastructure, transport, NTIC, affaires foncières et habitat, envisage d'apporter des solutions durables. Cette conférence qu'il a organisée au Salon Rouge des Affaires étrangères a permis aux intervenants de démontrer l'importance capitale de la récupération et la transformation des déchets plastiques en pavés, briques ou granulés. La ville de Kinshasa ploie réellement sous les déchets. Alors, donc il faut actuellement mettre en œuvre des mécanismes et des moyens pour essayer de pouvoir gérer ces déchets de manière convenable, notamment par le recyclage. Nous remercions l'Agence congolaise de l'environnement et certains pas et nous allons poursuivre au niveau de l'évaluation de ce travail fait par cette association et d'autres associations qui recyclent le plastique et l'utilisent comme matériau de construction. Il y a des initiatives citoyennes de la base, de la population, que nous pouvons améliorer pour les rendre plus écologiques et diminuer leur impact environnemental. À travers cette démarche, ces groupes thématiques en collaboration avec Amplarec entendent notamment sensibiliser la population sur la chaîne de gestion des déchets et promouvoir auprès des décideurs, des acteurs étatiques et privés, l'usage des matériaux issus du recyclage des déchets en plastique pour le rayonnement de la ville et le développement des infrastructures dans la ville de Kinshasa. Comment célébrer les 50 ans du mariage dans un contexte où le mariage est détruit chaque jour en Europe ou ailleurs? Le pasteur François Chibambé de l'église Plein Évangile organise du 23 au 26 août 2022 une conférence évangélique sur le mariage, l'église et la mission. Il insiste sur la place du mariage dans la société humaine. Reportage. Le mariage est sacré. Il n'y a jamais de mauvais mariage, mais il n'y a que de mauvais maris, de mauvaises femmes. Le mariage, ce n'est pas une lettre à la poste. Il y a des écueils, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Je viens de partager un message en disant les problèmes dans les mariages ne sont pas un problème. Mais les problèmes, c'est la manière dont le marié voit le problème dans leur mariage. Il n'y a pas de problème sans solution. Mais le problème, c'est que dans nos mariages, actuellement, on voit les jeunes gens qui disent bon, celle-là, elle est ceci. Ils détruisent le mariage, mais ils ne savent pas ce qu'ils détruisent. Je termine pour dire ceci. Si vous mangez une mangue et vous écrasez la noix du mangue, vous avez détruit combien de mangues? Une forêt. Parce que cette noix-là que tu as détruite, si on l'a plantée, elle va donner naissance à des manguiers qui vont produire 50 mangues, et ainsi de suite, vous voyez les topos. Donc si vous détruisez un mariage, vous ne savez pas combien de générations vous avez détruit. Vous avez agi contre la volonté de Dieu, mais vous n'en êtes pas conscient. Mais vous êtes en train de détruire l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi je m'adresse surtout aux jeunes. Respectez le mariage. Il y a des difficultés, mais elles ne sont pas insurmontables. Donc, je vous souhaite, vous tous qui êtes mariés, vous tous qui allez marier, acceptez d'abord Jésus et il vous aidera à surmonter les problèmes de votre mariage. Dans cette célébration, il y a un élément capital qui est mis en évidence, c'est l'évangélisation. Si moi je n'avais pas accepté Jésus, si quelqu'un ne m'avait pas parlé de Jésus, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Alors je voudrais que les autres aussi aient la même opportunité que moi. Nous allons recevoir une équipe de missionnaires de LA Missionary qui vivent dans l'État de New York, mais sont des personnes compétentes. Je vous invite s'il vous plaît
venez, écoutez et soyez les dispensateurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce que c'est la grande commission que Jésus nous a laissée. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Venez apprendre comment faire des nations des disciples. Ça, c'est le premier point, un point capital dans cette célébration. Clôture des travaux de la table ronde nationale sur l'organisation et le fonctionnement du sport paralympique. Plusieurs recommandations ont été formulées, notamment la construction des infrastructures de sport paralympique. Diane Balaka. Issu de 3 jours d'intenses travaux en commission, les participants à la table ronde nationale sur l'organisation et les fonctionnements de sport paralympique comme mécanisme de promotion des droits de personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo ont formulé plusieurs recommandations. Il s'agit notamment de réviser la loi portant sur les principaux fondamentaux relatifs à l'organisation des activités physiques à ces athlètes, que le pouvoir et l'organisation des compétitions au niveau national et provincial, ainsi que la promotion de la prise en compte de la donne handicap dans l'élaboration du budget en RDC. Ils ont aussi martelé sur la construction des infrastructures au mini-sport adaptées aux normes internationales pour les sports paralympiques. Le ministre délégué en charge de personnes vivant avec handicap, Irène Essambodiata, a indiqué désormais que ce sport deviendra une discipline qui va contribuer au changement des conditions de vie de personnes vivant avec handicap. À travers les sports, on va voir le changement de mentalité. On va avoir une autre vision, une autre manière de concevoir cette personne qui est longtemps marginalisée. Ces assises ont connu la participation active des délégués des provinces des personnes vivant avec handicap. Pour nous, des athlètes qui pratiquent les sports para, c'est une joie. Pour nous, ce sont là des pistes de solutions que chaque discipline doit attirer. Le ministre de Sport et Loisirs présent, Serge Condé, a salué l'organisation de cette table ronde et a promis la validation de ces recommandations aux États généraux de sport qui se tiendront dans le tout prochain jour. Quelques athlètes ayant réalisé de prouesses au niveau national et international ont remis au ministre présent des vareuses de l'équipe nationale de basket sur fauteuil et ont aussi présenté les différents trophées remportés. Puisque nous parlons déjà de sport, sachez qu'initialement prévu du 20 au 24 août 2022, les États généraux ont été reportés à une date ultérieure. Les raisons du report avec le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé. Il est au micro de Laurent Gala et Fidel Ngakole. On devrait commencer les travaux des assises des États généraux qui sont tous dans le Congo central. Il y a eu un contretemps au niveau du gouvernement. Nous avons eu une semaine très surchargée par rapport à la tenue des assises du sommet des États d'Afrique australe, du développement d'Afrique australe, la SADC, au cours desquels le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a été élu président de cette communauté. Du coup, ça perturbait beaucoup de choses sur le plan logistique. Parce que nous-mêmes, en tant que ministre sectoriel, on a eu beaucoup de responsabilités que la hiérarchie nous a confiées par rapport à ces assises de la SADC. À part cela, il y a nos invités qui sont encore en train de venir parce qu'il y a eu des contretemps quant à leur mouvement des provinces jusqu'à Kinshasa. Comme vous le savez, les 120 participants aux États généraux ne sont pas tous de Kinshasa. Ils proviendront, je crois, à 60% des 26 provinces de notre pays. Du coup, il y a des irrégularités par rapport au vol. Alors on voudrait mettre tout le monde au même pied d'égalité, mettre tout le monde à l'aise. Et on a décidé que tous les invités soient à Kinshasa pour qu'au finish, on puisse les expédier sur Mbouela et lancer les assises sans qu'il n'y ait des retardataires. Et c'est par ici que nous terminons ce journal réalisé par Patrick Bapuila et Papi Vouélé. Émile Zola, Barbosa Masela et Alain Gallet étaient à la technique. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Bobo Mokondi. Excellente suite de programme sur la RTNC.